ben, son lait il sera adapté pour préserver l'enfant de la pollution environnante. Donc, à la montagne, le lait il va permettre de supporter le froid. Et donc, moi, je me suis dit, ça c'est une hypothèse, que tout ce qui est local, c'est plus adapté pour nous. Donc, acheter des choses exotiques, ça peut être bien, mais pour moi, ça doit faire partie de l'exception. Là, par exemple, aujourd'hui, je vous ai ramené des dattes bio. Donc, les dattes, en plus, ça fait partie de la sunna, c'est un aliment comme le lait, comme d'autres aliments qui sont conseillés, recommandés même de consommer. Mais tout ce qui est exotique, pour moi, ça doit être exceptionnel. Pour le ramadan, parce qu'on est en conditions extrêmes. En fait, la date, par exemple, c'est un produit qui vient d'une région désertique. C'est fait pour les gens qui vivent dans des conditions extrêmes. Et nous, le fait de vivre tous les jours et d'avoir des dates toute l'année à disposition, pour moi, c'est pas normal. C'est du gaspillage. En plus, quand on sait la façon dont c'est produit, donc parce que là, tout à l'heure, tu parlais de maghrébins, de la majorité, enfin, une grosse partie des musulmans français étaient maghrébins, d'origine maghrébine. On pose la question que tout le monde les date c'est bio, systématiquement. Alors que quand on va, et on pose la question aux gens qui cultivent, ils nous disent qu'ils utilisent des pesticides, des engrais chimiques, que l'eau avant, ils faisaient des puits à quelques mètres, aujourd'hui ils vont à 500 mètres, 1 km, il n'y a plus d'eau. Et là aujourd'hui, les dates, on les a à 3-4 euros le kilo. Et donc on les consomme en se disant ouais, je fais sunna, je respecte, je fais quelque chose de bien, alors que les impacts, ça tout à l'heure on a parlé d'ignorance, mais si on n'est pas écolo, c'est parce qu'on ne voit pas l'impact direct de ce qu'on fait. Quand je jette ma poubelle au pied de mon immeuble, comme ça, vandalisé, je le vois. Mais quand j'achète juste des dattes, moi j'ai fait quelque chose de bien, j'ai acheté des dattes, mais en fait, de l'autre côté de la mer Méditerranée ou de l'autre côté de la planète, il y a un impact qui est négatif. Donc ça, c'est aussi un problème. Éviter les produits trop emballés, comme ça on en a parlé tout à l'heure, c'est le plastique. Comparer les prix au kilo. Ça aussi, c'est des conseils bêtes, mais qu'on ne fait pas tous. Et donc, le faire petit à petit, ça peut tous nous servir. Donc, la viande dans la sunna. Ça, c'est des choses c'est des produits avec pas mal de protéines végétales. Donc, pour compenser en fait la consommation en moins de viande que vous aurez, il y a plein de solutions. Il y a aussi les œufs et le poisson qui peuvent être une alternative. Donc, pourquoi j'ai mis la viande dans la sunna? Il y a un article, je vous mettrai aussi dans l'événement Facebook d'aujourd'hui, qui dit une chose qui se complète, qui se croise. Je ne me rappelle plus exactement des termes, mais en gros, celui qui ne mange pas de viande, qui reste 40 jours sans manger de viande, c'est pas bon. Désolé d'être aussi imprécis. Et à l'inverse, celui qui mange de la viande trop souvent, après je crois que ça parle aussi de 40 jours, et ben ça faisait comme si c'était comme une drogue ou comme de l'alcool, je ne me rappelle plus exactement le terme. Mais il y a un article en fait qui cite tous les hadiths qui parlent de ça. Et en gros, du coup, la viande, même islamiquement, il y a des textes qui en parlent, qui disent qu'il faut en manger un peu, mais pas trop. Mais après, voilà, la question c'est, moi j'aimerais bien que des nutritionnistes nous disent les quantités exactes. Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de 2, et c'est peut-être une fois par semaine, c'est peut-être une fois par mois. Et après, tout à l'heure, il y avait ouais, l'OMS, je ne fais pas confiance parce qu'il y a des lobbies. Et tu vois, avoir quelqu'un vraiment de neutre, d'impartial. On avait fait une conférence avec une sœur diététicienne et elle rejoignait. Après, elle précise bien que l'OMS dit en gros, c'est 2 steaks par semaine. Et elle dit c'est un maximum de steaks par semaine. Oui. Donc ça peut être un par semaine, ça peut être des semaines sans viande. Même si pour l'OMS, il y a des lobbies qui sont derrière, déjà, dans un premier temps, par exemple pour le sucre, si on arrive aux recommandations de l'OMS, déjà c'est une avancée extraordinaire. On est loin de faire mieux que ce que propose. Ouais. Ensuite, tout à l'heure on a parlé du bio, comme quoi c'était cher. En fait, la WWF, ils ont fait une étude où ils ont réussi sur plusieurs familles à faire en sorte que pour le même budget, donc là je crois que c'est 189 €, donc on va dire 200 € par famille, pour une famille de 4 personnes par semaine, donc consommer un peu plus écologique. Donc pareil, ils ont réduit la viande, ils ont réduit les produits transformés, et donc ça leur permet d'acheter un peu plus bio, un peu plus labellisé. Donc là il y a label rouge,
pêche durable, agriculture zoologique. Ils prennent des pains avec des farines complètes, etc. Donc, en fait, l'argument qui fait que ceux qui n'ont pas les moyens de consommer bio ou écolo passent par leur manque de moyens financiers, ils tombent à l'eau parce qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui arrivent. Ils vont réduire énormément les quantités. À quelle quantité? De viande, de poisson. Il faut réduire la viande, le poisson, mais l'économie que vous faites. Non mais le pain là il a 3 euros le pain. Voilà, sérieusement, En fait, quand on a une famille, on a 4 enfants. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a deux choses. Il faut voir déjà les besoins dont vous avez vraiment. Les besoins dont vous avez. Vos vrais besoins. Et ensuite, faire en fonction de ça. Il y a un autre point que je voulais parler. Les besoins et les envies aussi. Oui, je pense que c'est un équilibre peut-être entre nos plaisirs, ce dont on a besoin. C'est comme les viandes à l'instant, les chiffres de l'OMS, c'est aussi en termes de protéines. C'est que l'OMS conseille de manger peut-être un peu moins de viande en termes de protéines et d'aller chercher les protéines. Les protéines que nous allons avoir dans les œufs, par exemple, ne sont pas les mêmes protéines que nous allons avoir dans la viande. Et là, quand on regarde les caddies, effectivement, le panier moyen des caddies des familles, pas toutes, hein, sans généraliser, mais il y a un certain nombre d'aliments, de BN, etc. Et lorsqu'on adapte un peu son comportement alimentaire, on se rend compte qu'on peut faire des économies, on mange mieux et on mange des légumes peut-être bio. Bah, moi, je vais parler pour mon exemple personnel. Avant de chercher à faire acheter à mes parents des produits bio, d'un petit agriculteur à côté de chez nous, déjà dans un premier temps, je leur avais dit de tout ce qui est gâteau, tous les gâteaux, toutes les boissons, d'arrêter. Donc en fait, on a juste commencé par ça. Au départ, on a arrêté les boissons. Les boissons, on achetait que quand on avait des invités, pas pour se montrer, mais c'est juste que voilà, on ne veut pas imposer nos choix à eux. Donc au final, nous, on se retrouvait devant eux à boire de l'eau ou du Perrier, parce que bon, c'est de l'eau pétillante, c'est naturel. Et eux, ils buvaient le reste. Et en fait, même si la bouteille n'était pas finie, en fait, au final, on se trouvait à la jeter parce qu'au final, il n'y avait plus personne dans la maison qui buvait. Tous les gâteaux, enfin maintenant, en fait, c'est ma mère qui fait directement les gâteaux. Et sans forcément acheter bio, en fait, on améliore son alimentation juste en éliminant tout ce qui est bullshit, en fait. Tout ce qui sert à rien. Donc là, tu as soulevé un point important. Et en faisant ça, on fait des économies qui peuvent nous permettre d'acheter plus local. Comme vous avez dit tout à l'heure, les maraîchers, etc. Là, tu as soulevé un point important. Il y a des invités. On leur propose ce qu'on considère être le mieux, du coup de la viande, des produits sucrés, de la boisson sucrée. Non, c'est pas ça. Attends, moi je caricature ce que tu dis, mais il y a une vérité dans ce que je viens de dire. C'est vrai ou pas? Quand il y a des invités, on leur donne bien ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'on a des coutumes, des mœurs, et on veut le mieux pour eux. Sauf qu'en réalité, ces produits-là, c'est les moins bons. Moi, quand je vais chez des tantes ou chez la famille, je leur dis que ma tante me propose les meilleures boissons qu'elle a achetées exprès pour moi. Et du coup, je lui dis, je veux juste de l'eau. Elle me dit, mais non, comme si elle ne me recevait pas correctement parce que j'allais boire seulement de l'eau. Et je dis, mais c'est quoi la meilleure boisson? Est-ce que la meilleure boisson, en vrai, même du point de vue religieux, la meilleure boisson, est-ce que c'est le coca, par exemple, ou l'eau? Et donc là, tu vois, en fait, aller chez les gens, ou les recevoir, et profiter de cette occasion pour les sensibiliser, ça peut être un point. Après, moi je suis direct avec vous, je vais droit au but, je vous montre les choses telles qu'elles sont. Parce que vous êtes volontaire, vous avez voulu venir ici, vous êtes prêt à entendre ces vérités. Quelqu'un d'autre que vous accueillez, il n'est pas encore prêt. Il faut y aller plus doucement et plus de pédagogie. Il ne faut pas faire comme ce que je fais maintenant. Je vais répondre. Oui, par exemple, moi je sais que j'ai mon oncle, si quand il mange, il n'y a pas une bouteille de coca, il n'est pas bien. C'est vraiment ça. Et même, après moi je pars du principe qu'une fois, moi, au niveau de la pensée, je suis vachement libéral. Ça veut dire chacun a ses propres choix. Et chacun fait ce qu'il veut. Moi quand je vais chez les gens, par exemple, j'ai arrêté de boire du thé quand je vais chez de la famille, parce qu'il est trop sucré. Et que moi le thé, je le bois sans sucre. Donc ça fait que je bois plus de thé. Quand je vais chez les gens, il y a de la boisson, moi je bois que de l'eau. Et après, c'est là où il y a une discussion. Mais pourquoi, Islam, tu bois tout le temps que de l'eau? Bah voilà, parce que voilà, dans cette boisson, il y a ça. On part du principe qu'avec du coca, on peut nettoyer les chiottes. Donc, je vais pas boire ça. Et c'est comme ça, mais on peut pas stopper net et dire... Non, mais quand même, on a une responsabilité
à partir du moment où on a une connaissance, il faut trouver un moyen pour la partager. Ah, Se dire je vais les déranger avec mes histoires d'écologie ou quoi, ça c'est un truc qu'il faut essayer de limiter et se dire, lancer le débat, en discuter tranquillement, de manière sereine, et voilà, mais au moins en parler un peu. Il y a un autre argument qui est important par rapport au fait que faire ça, réduire la quantité de viande, être plus écologique, faire tout ça, c'est très difficile ou trop difficile. C'est les mêmes arguments que vous avez sûrement rencontrés quand un non-musulman vous dit « Ah mais moi je pourrais pas être musulman parce que je pourrais pas arrêter l'alcool, je pourrais pas arrêter le porc, je pourrais pas faire le ramadan ». Vous avez tous entendu ces arguments. Mais vous le faites, vous arrivez facilement, relativement facilement. Et ben c'est le même niveau. Si des personnes y arrivent, et s'il y a des personnes qui arrivent, vous pouvez y arriver aussi. Et donc on n'oublie pas que les musulmans, c'est pas n'importe quelle communauté. C'est la meilleure des communautés. D'un point de vue foi. Après, d'un point de vue écologie et respect de l'environnement, on ne l'est pas encore. Mais on a cette capacité. Parce que là, ne nous éprouve pas par quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. Donc si il nous met des épreuves sur la nourriture, sur le tri des déchets, sur la nature, le respect de l'environnement, c'est pas s'il nous met cette épreuve, c'est parce qu'on peut arriver. On peut réussir à faire tout ça. Mais ce qui est important, c'est la progression. Faire commencer petit à petit et d'évoluer, de faire des efforts. Je propose une échelle du consommateur musulman, donc avec le concept d'Irsen d'excellence. Donc là aujourd'hui on est tous à un niveau. Il y a peut-être des gens qui mangent haram, donc qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, etc. Ensuite il y a ceux qui consomment des choses qui sont prétendues halal. Donc par exemple les OGM, où actuellement il n'y a pas de. C'est pas clair pour tout le monde que les OGM c'est haram. Peut-être que c'est halal, peut-être que ça l'est pas. En tout cas les savants ils sont pas. Là aujourd'hui, on mange tous, d'une façon ou d'une autre, on mange tous des OGM. Parce qu'on mange beaucoup de produits transformés, dans le pain, dans les gâteaux, etc. Et du coup, quand on en mange, on se dit pas, ah il y a des OGM dedans, c'est haram, donc j'en mange pas. Aujourd'hui on mange tous sans faire attention. Donc on croit que c'est halal, mais c'est peut-être haram. Ça c'est une chose. Après il y a la viande. Aujourd'hui la viande, il y a une grosse proportion, peut-être 70%, de viande où c'est marqué halal dessus, alors que ça l'est pas. On parle juste du sacrifice, on parle pas de c'est élevé dans une usine, il y a de la maltraitance, etc. Là on parle juste de l'abattage. Donc après, même une fois qu'on a passé ça, il y a le problème de tout ce qui est industriel et chimique. Donc les animaux, là on reste dans le domaine de la viande, un animal, il est égorgé correctement, mais il a été élevé, par exemple c'est une vache de réforme, c'est une vache laitière qui a fait par exemple 5 veaux, 5 ans, et ensuite elle est plus rentable, son lait, elle donne pas assez de lait, donc on l'envoie à l'abattoir. Et ça on le met dans le circuit halal par exemple. Donc elle est égorgée correctement, mais toute sa vie, elle a été inséminée artificiellement, on lui a pris son veau, donc c'est de la maltraitance. La maltraitance est haram pour l'éleveur. Là pour l'instant, après pour le consommateur, la viande est considérée pour l'instant, elle est considérée comme halal. Ensuite, il y a la partie biologique. Donc là c'est des plus petites quantités, mais les quantités produites sont inférieures. Il y a un peu plus de respect de l'animal, de la nature, mais pas forcément. Et après, pour moi, ce que j'ai mis dans la partie permacole, c'est le faire soi-même. Le faire soi-même ou aller chez un voisin ou quelqu'un dans le village qui fait. Et là, on voit directement, on a une traçabilité complètement transparente sur la façon dont est produite les choses et on sait ce qu'on consomme. Et donc voilà, nous on est par là et l'objectif c'est d'aller par là. Excusez-moi, j'ai une question, en fait, j'ai ni les connaissances ni le statut pour y répondre, mais peut-être que vous pouvez m'éclairer. Pour l'industriel chimique, admettons qu'on consomme un produit. L'être humain, il est censé, quand il sait qu'un produit est dangereux pour lui, du coup ne pas le consommer. Parce que sinon c'est un problème, parce que son corps c'est un robot et il doit faire attention. Donc, quand on consomme des produits par exemple avec des additifs, et on sait que ces additifs aujourd'hui sont considérés comme cancérigènes, dangereux et mauvais pour nous, et quand on mange quand même ces produits, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau je ne sais pas si on peut appeler ça de la biologie, de l'éthique, du licite,
parce qu'on mange quelque chose de. Par exemple, la cigarette. Au début, c'était. On ne pouvait pas l'interdire parce qu'on ne savait pas que c'était nocif, donc on dit que c'était déconseillé. Mais par exemple, sur un produit, un additif qui est considéré comme cancérigène, donc on sait que c'est mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'ici? Donc ça c'est un grand sujet. Donc par exemple l'alcool, la majorité des musulmans donc n'en consomment pas, mais il y en a quand même qui en consomment. Et si vous leur posez la question, ils vont vous dire que c'est haram. Ils le font, mais ils savent que c'est haram. Ok? Maintenant, on rentre dans des choses qui sont moins claires. Par exemple la cigarette. C'est pas clair à 100% que c'est haram dans la tête des musulmans. Il y en a qui vont dire que c'est détestable, makrouh, et d'autres, peut-être pour qui c'est haram. Le problème, ça, c'est la notion de poison. Donc, le poison est haram en islam. Sauf que, donc, si je fume une cigarette dans ma vie, ça aura très peu d'impact. Mon espérance de vie, elle ne va pas être touchée par une cigarette. Et du coup, fumer une cigarette n'est pas considéré comme consommer un poison. Mais le fait de le faire tous les jours de sa vie, là ça devient du poison, et donc certains savants ont dit que c'était haram. Pour les additifs c'est pareil, mais pour le sucre et pour la viande, en fait tout ce qu'on consomme en trop grande quantité devient un poison. Et c'est là où, sûrement, Inch'Allah, dans les années à venir, il y a des savants qui vont rencontrer des nutritionnistes, des agriculteurs, des éleveurs, des vétérinaires, et qui vont dire tout ça, et ben peut-être ils vont le rendre haram. Je ne sais pas si ça va se faire du jour au lendemain, ça m'étonnerait. Mais tout ce qu'on consomme aujourd'hui, mais même là je parle aussi de vêtements. Les vêtements, la façon dont ils sont produits. Moi, le dernier travail que j'ai fait, c'était ingénieur textile. On m'a expliqué comment c'était fabriqué les vêtements. La partie pesticides, la partie engrais chimiques, la partie gaspillage d'eau, la partie des gens, des ouvriers agricoles qui étaient sur place dans les champs de coton. Après, les gens qui étaient chez nous dans l'entreprise, donc moi c'était en France, on avait des usines au Maghreb, en Europe de l'Est. Leurs conditions de travail, de tous, même en France, c'était inacceptable. Et donc moi, en tant que musulman, je me suis dit, je ne peux pas être un maillon de cette chaîne. Et de me dire, voilà, un jour, je vais rendre des comptes pour ça. Donc là, il est très probable que d'ici quelques années, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, il y a une partie halal ou haram. Il y a des gens qui se moquent là, parce qu'il y a des chocolats Toblerone, je crois, Toblerone qui sont devenus halal. Et donc il y a des gens qui disent oui, mais tout est halal sauf ce qui est interdit. Mais demain, si des gens vont en profondeur et qu'ils décident d'interdire tout en disant que c'est haram, si on sait, parce qu'en fait il y a deux choses. Il y a le fait de consommer quelque chose, on ne sait pas comment c'est fabriqué. Moi, si je suis dans un marché, il y a un apiculteur qui me vend du miel, ben voilà, je suppose que c'est lui qui l'a fabriqué correctement. Et si je suis à Carrefour et je sais que ce miel il vient de Chine et qu'il a été produit d'une façon qui tue des abeilles, je ne vais pas le consommer. Il peut devenir haram parce que j'ai la connaissance. Donc voilà, il y a plein de choses qui, je pense, qui vont bouger les prochaines années, Inch'Allah, puisqu'on est face à un mur. On va bientôt être au pied du mur. Il y a une main qui se relève. Je voulais intervenir au-delà de ce que tu dis. Mais moi, quand je regarde, donc ça ne regarde que ma personne, je ne parle que pour ma personne. Avec toutes nos imperfections, personne n'est parfait. Mais moi, la chose que j'ai toujours essayé de trouver, c'est la baraka. D'accord? La bénédiction d'Allah. Et la bénédiction en toutes choses. Je pense qu'on a tous été nombreux à être nombreux autour d'un plat et manger, être rassasié et dire Alhamdulillah. Alors qu'à côté de ça, on nous est arrivé de bouffer comme pas possible, et puis on n'en a jamais eu assez. Donc le facteur baraka en lui-même, il est important. Et à la fois, c'est observer ce que tu vas manger, quel baraka. En fait, au fur et à mesure, j'ai un peu fait le rapprochement, on va dire. Donc c'est très réflexionnel, hein, c'est pas... Mais la réflexion que les Asiatiques ont, avec la réflexion des énergies. Et en gros, et puis je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle La mémoire de l'eau, où il y a un chercheur à l'université d'Okinawa, je crois, doctorant, qui a regardé de l'eau, donc il a pris une eau témoin, une eau où il lui a dit des belles choses, et une eau où il lui a dit des mauvaises choses. Au bout d'un moment, il a congelé,
il a coupé en fines lamelles et puis il a observé au microscope. Et celles à laquelle il disait des belles choses, elles avaient des beaux cristaux, elles étaient régulières, elles étaient belles, etc. Et celles à laquelle il disait des méchancetés, elles avaient des cristaux qui étaient complètement brouillés, etc. Il s'est même amusé derrière à faire le rapprochement. Donc cette eau-là, si tu la mélanges avec une autre eau, les générations suivantes, qu'est-ce qu'elles donnent, etc. Et de la même manière que, à un moment donné, nous, le produit qu'on va manger, quel impact il a eu, et quel impact il lui renvoie quelque part, en ondes négatives. Tu veux réfléchir en termes d'ondes. Et c'est là où c'est important de réfléchir, est-ce que je vais acheter dans une multinationale, par exemple, ou dans une agriculture industrielle, par exemple, où il y a eu un impact derrière, où on a tué plein de bêtes, où on a tué la vie d'un sol, où on a exploité des petits salariés immigrés, ou ceci et ou cela, où on a une fraise qui est biologique, parce que ça existe aussi. On est content de la manger, elle est bonne, mais quel baraka Allah il a mis dedans finalement. Et c'est cette réflexion-là. Alors, ça c'est la réflexion que j'ai, et c'est ce que je dis. Et la réflexion que j'essaie d'apporter, elle est très concrète, d'une part, et à la fois j'essaie d'être quelqu'un de pragmatique en disant, ne brûlez pas les étapes, gardez ça dans un coin de votre tête, et de le mettre en tant qu'objectif. Et un peu ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui j'en suis là, et se créer un plan d'action, comme on sait tous le faire au travail, comme on sait tous le faire au sport, comme on sait tous le faire partout dans les études, mais se dire, voilà, je vais commencer à réduire ça, j'arrête les œufs industriels, et au fur et à mesure progresser. Ça c'est une chose. Et on parlait des œufs, et là j'en parle, ça me ramène à autre chose, c'est que les œufs que vous trouvez à Auchan, Carrefour, etc., souvent ça va être des grosses usines qui produisent, d'accord? Parce que pour fournir Auchan, Carrefour, il faut déjà être gros, c'est pas le petit du coin. Et ce mec-là, en fait, comme il voit qu'il y a du bio qui arrive, il commence à lancer une petite production bio à côté. Mais du coup, Auchan, il est content, parce que ça lui permet, avec un seul camion, de ramener du bio et du non-bio. Et comme ça, il est tranquille. Mais comme l'autre, il est gros, il casse tous les prix, et il court-circuite un peu le schéma de commercialisation, et le petit mec qui fait du bien et du bio, etc., il n'a pas accès finalement, ou il a très peu accès finalement, aux consommateurs. Et c'est là où acheter des œufs bio en supermarché, ça reste un moindre mal, qu'on le veuille ou non. Mais trouver d'autres alternatives et d'autres façons de fonctionner, etc., et c'est quelque chose qui se développe et qu'on est en train de développer, mais qui n'est pas, ça tombe pas du ciel. Il faut toujours aussi garder à l'esprit, se dire quel impact je peux avoir. Et on en arrive aujourd'hui avec le système de l'économie sociale et solidaire, c'est de se dire, je donne mon argent à Auchan, qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Et à côté de ça, j'en reviens, c'est pour ça que je me permets d'en parler, je reviens de chez Cantine Oumi, j'ai mangé chez Cantine Oumi, je lui ai donné mes sous, et qu'est-ce qu'elle en fait? Elle permet, eux, de vivre décemment, de continuer un projet qui est positif pour sa société à l'échelle très locale, et ça permet aussi de financer une maison pour abriter des femmes qui sont dans la précarité, dans la rue, etc. Et de plus en plus, je pense que nous, musulmans, on doit être amenés de plus en plus à entreprendre, et quand on entreprend, on doit avoir un projet qui est positif, aussi bien dans la communauté mais qu'à l'extérieur, et avoir un impact positif dans tous les éléments de notre part, dans la mesure du possible, mais à tous les maillons de la chaîne. Justement, ça me fait penser à un frère qui avait posé la question à l'imam sur le fait que, est-ce que acheter bio, donc par exemple si j'achète des pommes à 3 € alors que ça coûte 1 €, ça on compare des pommes chimiques à 1 € et des pommes biologiques à 3 €, donc il y a un écart de 2 €. Mais il avait demandé si les 2 € supplémentaires, ça ne pouvait pas être considéré comme une sadaqa qu'on faisait justement pour l'agriculteur qui faisait des efforts. Là, on parle d'un agriculteur, un petit producteur. Donc pour lui, pour les animaux du coup de son champ, de sa ferme, parce que cet argent en plus ça va lui permettre de vivre et ça va préserver la biodiversité, c'est comme on l'a mis.
Mais est-ce que ça peut pas être considéré comme sadaqa, comme aumône, le fait de payer en plus? Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller vite pour les dernières diapos. Donc en gros, ça c'est une maison. Et du coup, il y a plein de façons d'être écolo à la maison. Il y a le frigo, il y a la salle de bain, il y a la cuisine, il y a l'échauffage, la fenêtre. Là, on ne voit pas bien, mais ici, il y a un petit sablier. Je crois que c'est 5 minutes. Et du coup, on tourne en commençant la douche. Et comme ça, on sait que on ne reste pas plus de 5 ou 10 minutes. Voilà, mais après, il y a plein de choses. Il y a tout ce qui est énergie, tout ce qui est médecine naturelle. Télécommunications, moins d'emails, moins d'ondes, textile, plus de recyclage, plus de fibres, de procédés écologiques. Après, pareil, pour vous accompagner, donc, il y a plein d'associations, de pages Facebook, etc., qui sensibilisent les musulmans à l'écologie. Donc là, vous avez un exemple. Il y a aussi des événements, comme les conférences comme celle-ci. Maintenant, depuis 2 ans, à la rencontre à l'UE des musulmans de France, il y a un espace dédié à l'écologie. Tout ça, c'est partout en France. Donc ça, c'était à Lyon, ça c'était dans le Nord, ça c'était à Paris, donc ça c'est Riyad, ici qu'il avait organisé avec Iman Akil, et ça c'était à Bagneux. Ça c'est des initiatives, c'est une carte avec des initiatives écologiques et islamiques. Donc ça peut être des boucheries, des restaurants, des choses qui font des structures qui font des choses plus ou moins écologiques. Donc il y en a aussi en France, pas mal, un peu partout en France. Et en région parisienne. Donc là, tout à l'heure, le frère il a parlé de Cantine Oumbi, c'est un restaurant qui est vers le métro Couronne. Là, ça, c'est des fermes. Donc, en bleu, c'est fermé au public. Ils ne vendent pas directement aux consommateurs. Et en vert, c'est vous pouvez y aller, c'est ouvert au public. Il y en a qui font du textile, donc ça se développe. Et tout ça, c'est des musulmans. Donc je vais conclure. Donc faites des choix budgétaires. Donc en fait, on gaspille de l'argent sans en avoir conscience. J'ai mis smartphone, voiture, textile. Voiture, ça ne veut pas dire ne pas acheter de voiture, ça veut dire si vous avez il y a des gens qui ne sont pas écologistes, des musulmans, qui ont des grosses voitures, alors qu'une voiture très moins chère pourrait leur permettre de dégager du budget pour être plus écolo. Dans le textile, j'ai mis acheter d'occasion dans la mesure du possible. Donc là, il y a un exemple d'une personne qui dit oui, les temps sont durs, elle ne peut pas acheter bio. Et là, on voit le prix de son téléphone, le prix de son café, le prix de ses baskets, le prix de son sac. J'ai mis un hadith, pour moi qui est important, sur notre façon notre état d'esprit. Donc là, c'est le prophète sallam qui rapporte une parole d'Allah. Je suis avec mon serviteur selon l'opinion qu'il se fait de moi et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionnerai en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure que la sienne. C'est ce qu'on est en train de faire. S'il se rapproche de moi d'un enfant, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brassée. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en me hâtant. Donc tout ça pour dire quoi? Que moi, il y a 3 ans, je ne connaissais rien du tout à l'écologie. J'étais le pire des consommateurs. Et j'ai fait un pas, et Allah il en a fait 10 vers moi. Et donc, ce qui compte, c'est de faire des pas. Peu importe votre vitesse, si vous faites des efforts, Allah il vous ouvrira des portes. Soyez-en certains et convaincus. Ensuite, un autre hadith. Celui d'entre vous qui voit un mal, qui ne le change pas par sa main, qui le change par sa main, pardon. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur, et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, des OGM, la destruction de la planète, etc. Et nous, on n'est même pas, on le réprouve même pas. C'est normal. Là, tout à l'heure, il y a une sœur qui est venue du sud. Elle voit de la poubelle partout en bas des bâtiments, sur la route, etc. Et ça la met hors d'elle, alors que moi, pour moi, c'était normal. Je ne remarque même plus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on a un repas avec de la famille, ben on essaye de... Quand on voit quelque chose qui est mal, qui est blâmable, parce que consommer du coca, consommer trop de viande, etc. Quand il y a quelqu'un qui vient avec son dernier iPhone acheté à 1000 et quelques euros,
pour moi, c'est pas normal de les laisser passer comme ça, de rien dire. De dire, ah, c'est bien, un nouveau téléphone. Il y a un rappel à faire sur la question de gaspillage. Parce que c'est clairement du gaspillage. Il faut essayer de faire quelque chose. Donc voilà, dernier conseil, donc faire des efforts de manière progressive, à hauteur de ses capacités et sans compter sur les résultats. Oui, ça c'est important. En fait, si vous faites des efforts et qu'il n'y a pas de résultat, il est possible et très probable que vous arrêtez. Que vous disiez, j'ai mangé bio, mais j'ai de plus en plus de maladies. Ou j'utilise moins ma voiture, mais c'est toujours pareil. Enfin, il est très probable que vous ne voyez pas de votre vivant les résultats de ce que vous allez faire, les actions que vous allez entreprendre. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber en se disant, moi je fais quelque chose juste pour le résultat sur Terre, mondain. Il faut penser au résultat, à la récompense qu'on peut avoir après la mort. Et ensuite, la récompense est proportionnelle aux efforts, pas aux résultats. Donc si vous faites des efforts, beaucoup d'efforts, vous aurez une récompense, mais pas forcément sur Terre. La récompense, elle sera proportionnelle aux efforts, quoi qu'il arrive, ça vous pouvez en être convaincu, mais ça ne sera pas forcément maintenant. Ça sera peut-être même sur Terre, dans 10 ans, dans 5 ans, mais ça sera peut-être, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça sera après la mort. Il est 32. Donc ça est là. On peut rester encore. Ouais. C'est carré. Ce que je trouve dommage, je trouve que c'est une très bonne initiative, mais ce que je trouve dommage, c'est de s'enfermer dans un esprit communautaire, alors que, un peu, parce que quand on voit déjà le titre, ça serait islam et écologie. Oui. Ça peut être bien, mais d'ouvrir un peu, s'ouvrir aux autres, parce qu'il y a, par exemple, je pense au Robinson des Glaces, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des gens qui sont montés sur un glacier, ils sont montés sur un glacier, ils ont dérivé avec le glacier et ils ont voulu montrer justement l'importance de la fonte des glaces par cette action. Et en fait, eux, l'idée c'est d'être citoyens du monde et que la planète on n'en a qu'une et qu'on est frères en humanité et que voilà, il faut que tous on se tienne les coudes pour pouvoir justement réussir à, de toute façon, l'impact écologique il est fatal, hein. On est là, on ne pourra plus, il est irréversible comme disent les scientifiques. Actuellement, c'est vrai qu'il faut éveiller les consciences. Et là, c'est bien parce que ça éveille les consciences. Attendez, excusez-moi de vous arrêter là, vous êtes en train de me reprocher. Non, je ne reproche pas. Je ne reproche pas. Non, je dis, ça serait dommage. J'ai dit, ça serait dommage de pas de s'enfermer dans un. Ok, mais en fait, il y a deux choix. Soit j'ouvre aux non-musulmans, et là, je ne les ai pas empêchés de venir, il y en avait qui étaient inscrits qui ont validé. Soit je ne parle pas d'islam dans la fiche ou dans la communication. Du coup, il y a peu de musulmans qui vont venir. C'est ça aussi. Non, mais le sujet, de toutes les manières, le sujet, c'est le rapport écologie-islam. C'est pas. Il n'a pas dit que je visais les musulmans. Vous n'avez pas dit que je visais vous visez les musulmans. Vous avez dit que vous faites le rapprochement entre les principes de l'islam et l'écologie. Et comme quoi, c'est mis en valeur dans l'islam. Et si on comprenait bien les préceptes de l'islam, on a une philosophie écologique dans l'islam. C'est ça qui est mis en avant. Mais à aucun moment, il a dit dans l'annonce qu'il s'adressait uniquement aux musulmans. Il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Moi, j'ai rencontré pas mal de doctorants qui sont intéressés par cette thématique, soit l'agriculture, soit l'écologie chez les musulmans. Et donc, ils ont déjà assisté à des événements. Là, à Lyon, il y a des non-musulmans qui sont venus parce qu'ils connaissent des musulmans. Ils sont écologiques. Et après, moi, personnellement, pour moi, c'est un moyen d'y avoir. Pour les musulmans, ça c'est clair, mais pour les non-musulmans, parce qu'eux, ils sont écologistes. Et donc, là, on a vu que tout ce qu'ils faisaient, c'était islamique. Ça, on est d'accord, ça, c'est l'islam. Eux, ils sont musulmans d'une façon. Il leur manque le principal, la foi, la croyance. Donc, si on peut leur dire, regardez, pas tous, hein. Et c'est complètement en adéquation avec votre éthique, mais tout ça on l'a grâce à Allah, et par rapport à nos textes, peut-être que ça peut leur faire un déclic. Et il y a plein de musulmans convertis là. Tout à l'heure, je vous ai montré les initiatives. La majorité des initiatives sont faites par des non-musulmans, par des convertis. Par des convertis, pardon. Et donc, il y a beaucoup de convertis, et c'est eux qui sont une très grande force parmi les écologistes musulmans. Moi, je suis pas converti. Moi, je te rejoins sur ça, dans le sens où, après, peut-être que je n'avais plus dans le plat et tout complètement.
mais pour moi, les musulmans sont plus sensibilisés. Et du coup, pour moi, le fait de rappeler par l'islam que c'est vraiment une action qu'on doit mener Et qu'on est concerné, ouais. Pour moi, c'est vraiment comme... Moi, je suis dans les deux camps. Je fais des choses avec des non-musulmans et je fais aussi pour les musulmans. Mais j'assume complètement le fait de cibler les musulmans parce que pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont moins... en fait, non mais ils sont moins... Ils sont pas... En fait, il n'y a pas que le problème d'être moins sensibilisé. On va dire que en France, ça c'est les non-musulmans et ça c'est les musulmans. Okay, et peut-être que 10% des Français sont sensibilisés à l'écologie. Et là, il y a peut-être moins, je pense, 5% on va dire, des musulmans sensibles à l'écologie. Supposons. Le problème, c'est que pour un Français, c'est pas normal d'être écologiste. Alors que pour le musulman, il doit être écologiste. Et donc, on devrait être à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, c'est ça. Ça fait partie si de moi, ça. je cible les musulmans principalement, c'est pour rattraper cet écart. Parce qu'on est en complète inadéquation. Et donc, il faut rappeler certaines choses pour essayer de faire en sorte que... Et en plus, il y a le fait qu'après, les musulmans vont rejoindre les non-musulmans et donc ça sera on sera deux fois plus fort. Parce qu'en fait, par ça, là, effectivement, ça semble communautaire, mais vous, Inch'Allah, si vous êtes convaincus, vous allez aller dans des associations écologistes, vous allez vous mélanger avec les non-musulmans, et on sera deux fois plus fort pour combattre les méchants industriels et pollueurs. Puis là, vous avez fait le choix de cette thématique, et je sais que vous en faites d'autres, il ne faut pas se le cacher. Enfin, moi qui ai le plaisir au sein de la chaîne de travailler longtemps sur ces sujets, la série d'émissions de Ramadan qu'on fait, il y a un réel besoin. Pendant le Ramadan, c'est une catastrophe. Ah oui. Le pain et les viandes, et donc il y a un réel besoin. Là, il y a une demande, il ne faut pas se le cacher. Hein, en fait, vous voyez, l'exemple du Ramadan, c'est le pire parce que normalement, je ne parle pas de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, je parle vraiment que en France, les musulmans. Mais c'est pareil. C'est pareil, copier-coller. C'est que ce mois, le mois du Ramadan, est dédié normalement à la spiritualité, à la... Puis moi j'en mange et mieux je donne, enfin ouais. Bon, il y a toute une... Et c'est le mois où on consomme le plus et on gaspille le plus. Et on devrait plus choisir ce qu'on mange pendant le Ramadan parce que c'est là où le corps se purifie. Et on devrait manger vraiment bio, choisir ce qu'on mange, éviter les sucreries. Là, tout à l'heure, on parle des boissons gazeuses. Excusez-moi, je vais juste... Les boissons gazeuses, vous pouvez très bien les remplacer par du citron pressé. Tout le monde aime le citron pressé. Vous mettez un peu de miel dedans et puis c'est très bien. Des oranges pressées. Essayez un Ramadan où vous mangez que des fruits, légumes, très peu de viande et pas du tout de sucreries. Vous allez voir que vous allez avoir une santé d'enfer. Moi, je veux mon zlabia. Moi, je veux mon kilo de voilà. On rappelle le hadith sur le fait de remplir son estomac avec trois choses, un tiers de nourriture, un tiers d'eau et un tiers d'air. Ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Aujourd'hui on s'arrête de manger quand on a faim, alors que normalement on devrait consommer juste le minimum. Mais même ce hadith, en fait, ce qu'il dit, c'est très intéressant, parce qu'avant de parler de un tiers, je peux me tromper, mais il me semble qu'il parle du fait que l'homme, pour se tenir droit, n'a besoin que de quelques bouchées. Et si il ne peut se contenter de cela, alors un tiers. C'est-à-dire que nous, on retient que la deuxième étape. La première étape, c'est à la base, on n'a besoin que de quelques bouchées. Je ne sais même pas, tu vois. Ouais, je peux me tromper. Non, c'est vrai, c'est ça. Non, c'est vrai. Il y a la main qui a échappé là-bas. Bah, en fait, c'était pour répondre au monsieur de tout à l'heure qui disait que c'était. Dire que l'islam c'était. Je me rappelle plus, c'était quoi le terme que vous avez utilisé? Il y a eu beaucoup de gens qui parlent entre temps. Communautaire. Bah non, en fait, moi je pars du principe que l'islam c'est une religion qui est polycommunautaire. En fait, il y a plusieurs communautés. On rentre dans cette salle, on voit qu'on n'est pas tous de la même couleur, physiquement on se ressemble pas tous. Donc, vous voyez, déjà quand on parle d'islam, on touche un public très très large. Après en France, on ne le voit pas trop parce qu'en général, quand on part du principe où les musulmans sont des noirs ou des arabes, mais si on voyage ou on sort un peu, on voit que le musulman, rien que dans l'islam, les arabes, on est minoritaire. On n'est pas la plus grosse. Et voilà, donc pour moi, et je trouve que c'est important de lier les deux parce qu'il y a vraiment un vrai problème dans notre communauté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va juste dans un marché, par exemple à Mantes-la-Jolie ou à Saint-Denis, quand on sort. Une fois que le marché est fini, on a l'impression qu'il y a une guerre civile qui vient d'éclater. Oui. Et
c'est aussi cette image que les gens ont de nous. Par exemple, moi j'avais vécu pendant 3 ans à Marseille, un des trucs qui m'avait choqué, c'est que là-bas, bah, ils n'ont pas de tri sélectif, ils ont une poubelle, ils ont des poubelles qui leur servent à tout, et il y a des poubelles partout, ça veut dire en bas des immeubles, juste en bas de sa porte, il y a des gens jettent leurs poubelles, ou des fois les gens ne font même plus l'effort de descendre pour jeter, ils jettent par la fenêtre. Et souvent, moi je suis quelqu'un qui me pose et qui observe, et souvent c'est des gens, enfin, sans vouloir dire que c'est être méchant ou quoi que ce soit, mais souvent c'est des Arabes. Parce que, enfin voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Et si moi je l'ai vu, d'autres l'ont vu. Donc après ça participe aussi à cette mauvaise image. Et je suis sûr que on interroge des non-musulmans, des Français, donc bien blancs, bien dans le stéréotype l'homme blanc. On lui demande est-ce que tu penses que dans l'islam l'écologie c'est important? Et bien la plupart diront que non. Parce qu'ils auront dans l'esprit l'image de oui, rien que le fait de se balader dans un marché, ils voient comment les gens sont et comment les gens se comportent. L'état de, je sais pas, quand on sort dehors juste ici, comment la rue est. Et rien que tout ça, c'est important et je pense qu'il y a un vrai travail à mener là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre aux gens que l'écologie et l'islam, pour moi, c'est deux choses qui sont complémentaires, c'est deux choses qui sont ensemble. Oui. Je voudrais revenir sur le point que j'avais fait tout à l'heure, comme quoi c'était les industriels qui étaient pollueurs et non les consommateurs. Comment font les industriels pour polluer? Allez, directement. En mettant des emballages partout. Voilà. Je vais résumer un peu ce que... Attends. Donc là, on a des industriels qui polluent. Comment ils font pour polluer? Ils produisent. Comment ils font pour produire? Ils créent de la demande. Comment? En grande quantité. Mais comment ils font pour produire? Qu'est-ce qui leur permet de produire? La demande. Comment? Et créer le besoin? L'argent. Avec quel argent? Ah oui. Voilà. Donc qui c'est qui pollue? C'est nous. En fait, les industriels, ils font... D'accord. Non, mais c'est pas... Là, regardez. C'est facile de dire d'accord, mais Non, il faut argumenter les choses. Regardez, c'est simple. Parce qu'il y a les prix bancaires et Non. C'est pareil. Les industriels, si on retire les consommateurs, si tout le monde était permacole, tout le monde produisait sa nourriture, tous ses vêtements, tous son véhicule, etc., se déplaçait sans passer par l'industrie, est-ce qu'il y aurait des industries? Non. Pour lui, je te disais, il suffit et s'il suffisait de ne pas acheter, pour que ça se produise pas en fait. Voilà. Donc ça c'est une chose. En fait, et là tout à l'heure on a parlé des supermarchés, tu as parlé de Auchan, Carrefour. Regardez bien, ça c'est important. Là, ça c'est Carrefour. Ici, là, tout ça, c'est son chiffre d'affaires. Et 10% c'est son bénéfice. Ok? Une image, ils sont bien à 50%. Non, c'est très faible. Donc la part du bénéfice elle est faible par rapport, ils ont beaucoup de charges. Donc ça veut dire que là ils doivent payer les salariés, les salaires, ils doivent payer la matière première, ils doivent payer plein de choses, et juste après il y a le bénéfice. Ok? Là pourquoi il y a des rayons bio? En fait quand nous on a commencé, on suppose qu'on est tous écologistes, quand on a commencé à acheter bio, et qu'il n'y avait pas ce qu'on voulait chez Carrefour, on est parti ailleurs. Ils ont perdu des clients. Et donc, si il y avait on dit que donc il y a 10% de Français qui sont écolos. Si les 10% ils partent chez Biocop par exemple, bah, du coup Carrefour va arrêter de faire du bénéfice. Donc pourquoi il y a des rayons de halal, parce qu'avant la viande halal aussi elle était chez des boucheries, pour gagner des clients, pour garder leurs clients, ils ont inventé de nouveaux rayons. Et là il n'y a plus de laïcité, il n'y a plus d'éthique. Là on mélange tout. Donc pour l'argent, il n'y a pas de problème, on fait des rayons bio. Au début, en plus, le bio c'était juste un petit étage. Maintenant, c'est des rayons comme le halal. Et maintenant, ils font même des supermarchés bio. Donc là, c'est pour ça que c'est un ennemi, le supermarché. Et tout ça pour dire que, en fait, c'est ce qu'on appelle des colosses au pied d'argile. C'est que nous, on les voit gros, mais en vrai, ils sont très fragiles. Il suffirait que là, si on prend tous les musulmans et qu'on se mettait tous à avoir notre potager et tous acheter chez des petits producteurs, etc., les supermarchés et les industries fermeraient. Mais déjà, ce que tu dis, c'est... S'il vous plaît. Et en plus de ça, sans même vérifier J'ai la main levée on peut les faire plier dans le sens où même aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs États, et dans certains États, la recette du Coca-Cola est adaptée parce que la législation a décidé ainsi, et les gens ont râlé. Donc ils ont juste changé leur recette. Et du coup, nous aussi, par notre consommation, on peut
vraiment de faire changer. C'est vous. Moi, je vais juste dire, pour qu'on arrête de dire que oui, c'est la faute des industriels, c'est eux les grands méchants. Demain, vous montez votre propre affaire, vous montez votre business. Donc déjà, dans un premier temps, vous faites une étude de marché. Vous allez faire un produit qui est adapté et que les gens vont acheter. Parce que quand on fait ça pour avoir de l'argent. Donc on va produire quelque chose que les gens vont acheter. Donc en fait, les industriels, ils produisent juste uniquement ce que nous, on va acheter. Ils ne produiraient jamais ça s'ils savaient qu'on n'allait pas l'acheter. Par contre, s'ils voient que notre mode de consommation évolue, eh ben, ils vont s'adapter à notre mode de consommation. Et en fait, c'est par rapport à notre attitude. Et là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est parce qu'ils ont vu que des gens voulaient consommer bio qu'il y avait une idée du bio qui émergeait depuis, lors de cette dernière décennie, qu'on voit de plus en plus de bio et de produits végans dans les magasins. Et c'est que comme ça qu'on va initier le changement. C'est pas en... Enfin, les industriels, ils sont là que pour faire de l'argent. S'ils voient que les mentalités évoluent vraiment et que les gens arrêtent d'acheter, et ben ils vont adapter, ils vont nous proposer des choses qui sont en rapport avec ce que nous on veut. Ils sont en train de le faire, Mais en tout faisant doucement. par exemple au champ, ils sont en train de mettre des permaculteurs autour de leurs centres commerciaux C'est ça. pour dire regardez les légumes qu'on vend, c'est des permaculteurs juste à côté qui les ont produits, donc c'est local, c'est bio, c'est permacole, et achetez chez nous. Attention, non mais c'est Il veut pas vrai que je dans le parle. sens où ce qu'ils vendent ça vient juste à côté, peut-être, je sais pas s'ils le font déjà, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, mais c'est quand même Intermarché le fait. c'est quand même pas bien parce qu'on donne notre argent au champ. Autant aller directement chez un permaculteur ou un agriculteur ou faire soi-même, dans la mesure du possible. Après, il faut toujours faire de son mieux. Mais nous, au fond de nous-mêmes, on sait très bien ce dont on est capable et Allah il va nous juger par rapport à ça. Donc on ne peut pas trop se cacher. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais revenir sur la pollution de l'atmosphère. Oui, la pollution de l'atmosphère. Ça c'est le principe que vous, par rapport au gaspillage, par rapport au bien manger, par rapport à la santé. Bon, il y a l'air qu'on respire, on ne devrait pas le polluer, ça tout le monde le sait. Comment on pollue l'air? On le pollue avec tout ce qui est industriel, etc., mais aussi avec la voiture, parce que c'est la voiture qui est la plus polluante sur Terre. L'agriculture, mais oui, l'agriculture, d'accord, et même les vaches, il paraît, mais bon, mais aussi la voiture, la plus grande pollution dans les agglomérations. Attendez, excusez-moi. La plus grande pollution dans les zones urbaines où on vit, Paris, région parisienne, le pic de pollution, il arrive à un seuil où c'est irrespirable. Ce n'est pas à cause de l'agriculture, mais c'est à cause de la voiture. On est d'accord. Donc, il y a aussi cet aspect qu'il faut aborder par rapport à l'utilisation de la voiture, qui est donc limiter les déplacements en voiture, et essayer de travailler à côté où on habite, ou bien habiter à côté de là où on travaille pour éviter tous les trafics, la consommation de tout ce qui est essence, etc. Et j'aimerais revenir aussi sur un autre point, mais qui n'a rien à voir. C'est toutes les chaînes de restauration qui se disent halal, telles que Nabab, etc., où on voit une prolifération de ces chaînes-là qui ont l'écriteau halal, mais quand vous goûtez leurs produits, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que le mec, il prend de l'huile, il la réchauffe, alors c'est cancérigène de réutiliser la même huile, on le sent. Il est en train, enfin, il devrait y avoir aussi un contrôle ou une mise, que les gens soient conscients que c'est très très mauvais pour la santé ce que vendent ces chaînes-là. Moi, je préfère 1000 fois aller manger du poisson chez McDo parce que je sais qu'il change sans l'huile. Alors que Nabab, je sais que ça fait une semaine qu'il utilise la même huile pour frire ses trucs. Donc voilà, donc il y a aussi ça. Voilà. Oui, mais bon, j'attire l'attention sur tout ce qu'on passe halal qui n'est pas si écolo que ça. Voilà, et qui est si halal que ça. En fait, c'est la conception de nos vies. Aujourd'hui, j'habite ici. Je travaille ici. Je fais mes courses ici. Oui, voilà. J'emmène les enfants à l'école ici. Et je vais me divertir ici. On a besoin, donc on habite tellement loin de tout qu'on est obligé de prendre la voiture ou des transports et du coup de gaspiller, consommer. Maintenant, le problème de base de tout ça, en vrai, c'est l'immobilier. Pourquoi on travaille? Pour payer son loyer ou son crédit. On sort de l'islam. Le français, il a besoin de payer son loyer. Et donc il est obligé
il est obligé de travailler. Mais imaginez, parce que là le problème pour moi il est francilien, c'est par rapport aux métropoles. Quelqu'un qui a la capacité d'aller vivre, donc ça c'est la France, il a la capacité d'aller en Bourgogne par exemple ou en Bretagne. Sa maison, ici, elle coûte 300 000 €. S'il va ailleurs, elle coûterait peut-être 50 000 €. Ça existe vraiment. Il y a des gens qui ont acheté des maisons à ce prix. Ah oui. 50 000 €, ça veut dire que vous devez gagner 6 fois moins d'argent. Imaginez là aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui gagne le SMIC, il doit gagner 6 fois moins pour payer sa maison. Et sachant qu'il n'est même plus obligé de faire un crédit à la banque, là, il peut payer une partie cash et il y a ce qu'on appelle le crédit vendeur. Ça veut dire que vous faites un crédit directement au vendeur, donc vous ne payez pas d'intérêt. Donc ça, c'est très intéressant pour le musulman. Sauf que ça l'oblige à partir de terme, où on se dit, bah, à la campagne, les gens ils sont racistes, tout est loin, etc. Je suis obligé d'avoir une voiture. En plus, là, en ce moment, il y a des gilets jaunes qui manifestent et qui nous font croire que vivre en province, c'est impossible. Pour moi, la province, pour le musulman, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit c'est pas humain, respecter la nature humaine. Pour moi, c'est pas humain de vivre en ville. Et donc, quand on est à la campagne, on peut faire. Enfin, les écoles, elles sont moins loin, on peut emmener ses enfants à l'école à pied. On peut se divertir pas moins loin. On peut travailler proche de chez soi. Mais ça suppose une chose, ça veut dire que soit je suis capable de travailler de chez moi, donc des compétences, par exemple, les informaticiens qui ont cette compétence, ils peuvent travailler à distance, certains. Il y en a d'autres qui sont manuels, et du coup qui peuvent fabriquer des choses et les vendre soit de chez eux, soit les clients viennent chez eux à la boutique, soit par la poste maintenant. C'est une solution. Après, la poste, c'est pas la solution la plus écologique, mais Ben non. c'est une solution. Ben non, ça utilise des avions. Quoi qu'il arrive, on a besoin de moins d'argent pour devenir propriétaire, et du coup, on peut réduire ses déplacements et être vraiment plus écologiste dans son quotidien. Et ça, la conception de la vie, on ne la fait jamais. Là, tout de suite, aujourd'hui, on prend dans ce quartier un couple de musulmans, mes parents. Ils donnent naissance à des enfants. Ces enfants, ils vont étudier. Pour avoir, parce qu'on sait que le plus difficile, c'est avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut un métier avec le grade le plus haut élevé possible. Donc, il faut faire les études les plus grandes possibles, avoir le meilleur diplôme possible. Et donc, une fois qu'on arrive à la fin des études, bah là, je cours pour avoir le bac, je cours pour avoir le diplôme le plus élevé. Après, dès que j'ai eu le diplôme, en parallèle, j'ai commencé à chercher un travail. Je vise le CDI. Tout ça, là, je m'en fiche de l'écologie. Ce qu'on a dit tout à l'heure, je m'en fiche complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner un maximum d'argent. Et du coup, on ne se dit pas, où est-ce que je vais aller vivre, qu'est-ce que je veux. Parce qu'en fait, là, tout de suite, si on fait votre idéal de vie, c'est quoi? C'est de profiter de vos enfants, manger bien, voir des animaux, vous promener dans la nature, voyager. C'est pas là tout de suite ce que vous faites aujourd'hui, vous travaillez, vous prenez les transports, vous avez les bouchons, vous voyez vos enfants ou votre famille de temps en temps le soir et le matin, vous passez la journée avec votre smartphone ou votre ordinateur devant la télé, etc. Ça, c'est pas du tout votre idéal de vie. Ce que vous faites votre vie, je pense que votre idéal n'est pas votre idéal. Votre idéal, il est ailleurs, c'est autre chose. Et si maintenant vous confrontez votre idéal et votre vie, vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire? Tout à l'heure, Riyad parlait de plan d'action en se disant, voilà, mon objectif, c'est de faire ça, passer plus de temps sur la religion, par exemple. J'avais fait un sondage une fois, dans l'écologie, mais ce qui était revenu le plus souvent, c'était que les gens ils voulaient plus de temps pour apprendre la religion. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas majoritaire chez les musulmans. Donc si on dit, quels objectifs je me fixe sur le temps qui me reste à vivre, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. Je me fixe des objectifs et des moyens d'action. Je me dis, voilà, je vais m'éloigner du centre-ville, je vais aller vivre à la campagne par exemple. Ça c'est difficile, tout ça c'est difficile, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les gens qui vous disent, moi je pourrais jamais être musulman, je pourrais jamais faire le ramadan, c'est trop dur. Tout ça, c'est difficile, mais c'est possible parce qu'il y a des gens qui ont réussi. Maintenant, moi mon travail, c'est de vous montrer déjà des gens qui ont réussi. Dans la communauté, mais même hors musulmans, il y a des gens qui y arrivent tous les jours. Là, tous les jours, il y a d'un côté, il y a des fermes qui ferment, exploitation agricole, donc il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais en contrepartie, il y a de plus en plus d'agriculteurs, de petits agriculteurs bio qui s'y mettent en reconversion.
Il y a des gens qui vont vivre à la campagne, il y a des gens qui vont vivre à l'étranger. Donc tout ça, ça existe. Mais c'est pas encore visible. Donc maintenant, c'est vous qui devez faire vos recherches, vous me demandez, et surtout réfléchir, faire des efforts. Parce que si vous faites un effort comme on disait tout à l'heure, vous faites un pas vers là, il en fera 10 vers vous. Moi j'ai juste une question en fait, j'ai vraiment une difficulté, parce que quand je suis chez moi, ma consommation je peux la choisir. Mais quand je consomme à l'extérieur avec des amis, Dans un restaurant par exemple? ouais, j'ai vraiment du mal à pouvoir avoir un impact positif. Parce que Pour toi-même? quand on choisit un endroit où manger, j'ai du mal à mettre ma touche pour proposer quelque chose qui plaise et qui soit aussi positif dans ma consommation. Et Il y a deux problèmes. Donc, il y a le fait que quelque chose d'éthique ne plaise pas forcément. Donc, en fait, le problème du bio, c'est que ça soit plus cher et en plus que ce ne soit pas forcément mieux. Si c'était largement, si ça avait vraiment un meilleur goût. Bah, je disais, ouais, bio c'est pas forcément voilà. meilleur. Ouais. Donc ça c'est deux choses qui, c'est des gros points faibles. Et c'est pour ça que tout à l'heure, moi je vous ai parlé d'intention, de dire si je mange écolo, c'est pas pour le goût, c'est pas pour. Il y a le goût qui suit aussi. Pour Allah, pour moi. Du coup maintenant, pour moi il y a un gros. Il faut de l'argent quand même, il arrive, et donc il y a des business à monter sur. Il faut entreprendre, comme il disait, il faut entreprendre et faire des restos ou des endroits où on peut consommer de manière éthique. Tout à l'heure, je ferai la parole de cantine Oumi. Il y a de plus en plus de restaurants halal bio qui ouvrent en région parisienne. Et c'est une vraie alternative par rapport au fast-food, à la restauration rapide halal habituelle. Il y a une liste de ces endroits? Il y en a très peu, mais justement, c'est des opportunités. Vous voulez aller vivre à la campagne, Est-ce qu'il y a une liste de ces endroits? Ouais, en fait, vous vous rappelez de la carte que j'ai faite tout à l'heure? Oui. Dans tous les restaurants, c'est ce qui avait des étoiles. Donc, cette carte, elle sera accessible. Elle sera accessible sur Facebook. D'accord. Okay. En fait, sur l'événement, là, il y a un événement Facebook. Oui. Dedans, je vais mettre les liens. D'accord, parfait. Et du coup, là, il y a un autre truc, c'est que il faut convaincre aussi par l'impact que tu vas avoir quand on est un groupe. Et tu dis aux gens, ouais, ok, on va aller dans tel restaurant, ça coûtera plus cher, ce sera pas forcément meilleur au goût, mais si c'est des musulmans, il y a ces arguments. Franchement, j'ai déjà essayé de proposer par exemple un truc bio qui était légal, parce qu'il y avait ça dans aux alentours. On m'a rigolé. Les photos, la blague. Non, mais après c'est pas le résultat. Ah oui, des fois c'est très cher. C'est pas le résultat que tu dois avoir toi, tu dois faire l'effort de proposer. Après, si tu n'arrives pas à la résultat, j'ai une crampe à la main. Moi, le but, c'est d'essayer de trouver des solutions en fait. Mais ça vient avec le temps. J'aimerais que tu donnes un exemple. J'aimerais que tu me donnes aussi un exemple de bio qui est moins cher, qui est moins bon que. La viande, regarde la viande, certaines viandes. En fait, là, tu vois les bêtes de concours, celles qui ont du goût, etc. Les spécialistes de la viande, ils vont goûter du bio et du non bio, du chimique, mais tu sais, parce qu'ils mettent des produits, tu vois, des hormones, des trucs qui donnent du goût, apparemment. Du coup, ils vont te dire que la bête chimique, elle a un Exostat. que la bête. Voilà. Ça, c'est des cas qui existent. Mais c'est rare. Mais tu peux pas. Attends, là, on est sur des trucs plus ou moins d'excellence, tu vois. Ouais. Mais quand tu vas dans un resto, en normal, entre guillemets, tu me dis d'aller chez Tacos, tu me dis d'aller chez truc, gustativement, on avance, tu peux pas me dire. Non, pardon, j'ai déjà acheté des clémentines, j'ai déjà acheté des clémentines pas bio et des clémentines bio. Et les clémentines non bio étaient meilleures en termes de goût. Et c'est pour ça que moi je trouve que le bio ça va au-delà du goût, c'est au niveau par rapport à notre palais, comment il est habitué. Voilà. Pareil, cuisine végane, c'est pour ça que moi je dis que le bio c'est pas forcément bon en termes de goût, ça peut l'être. Par rapport à notre Bon, il faut finir la conférence pour que je puisse. Là, si on veut faire la prière, est-ce qu'on peut revenir ici? Ouais. Il y a une salle à côté. Juste la salle qui est perdue.